Tous ceux présents regardaient Vikir avec un air incrédule. Ils ne pouvaient imaginer qu'une telle récompense était possible. Mais malgré l'agitation qui avait submergé la foule, personne ne s'avança pour tenter de retirer le piquet. Voyant la réaction de la foule, Vikir s'exprima à voix haute. Alors comme ça, aucun d'entre eux ne voulait les 100 millions. Il n'eut aucune réponse. Vikir annonça alors une nouvelle loi qui offrirait 1 milliard de pièces d'or à quiconque pourrait retirer le piquet du sol. Cela provoqua la colère d'un vieil homme dans la foule qui accusa Vikir de se moquer d'eux, qui serait assez naïf pour croire une telle chose. D'autres voix indignées commencèrent à retentir dans la foule. Derrière Vikir, Chihuahua se tenait la tête, extrêmement embarrassé. Vikir, ignorant les commentaires de la foule, s'exclama d'un ton calme. Personne, dans ce cas, celui qui retirera le piquet recevra 10 milliards de pièces d'or. La foule était abasourdie. Certains envisageaient la possibilité d'une réelle opportunité, tandis que d'autres étaient effrayés par les conséquences de provoquer le nouveau consul adjoint. Mais personne ne s'avança pour retirer le piquet. Alors que Vikir s'apprêtait à parler à nouveau, Chihuahua lui parla à l'oreille. Il n'y avait pas assez d'argent dans la trésorerie pour tenir une telle promesse. Soudain, une main se leva dans la foule. Elle appartenait à une petite fille, tenant un panier de fleurs. D'un air timide, elle demanda si elle pouvait essayer. Un vieillard essaya de retenir la petite Judy, mais sans succès. L'atmosphère était tendue. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Judy, la petite vendeuse de fleurs, s'approcha du piquet avec hésitation. Malgré les avertissements de la foule, elle rassembla son courage. Une opportunité pareille pouvait sauver sa mère malade. Judy se tenait devant le piquet, regardant Vikir avec peur et incertitude. Elle espérait secrètement recevoir quelques pièces d'or pour son acte de bravoure, ou tout du moins vendre le panier de fleurs dans ses mains. Avec un visage inexpressif, Vikir lui dit simplement de tirer le piquet. Sa voix était dépourvue d'émotion, laissant Judy incertaine de ses intentions. Elle prit une profonde inspiration, saisit le piquet des deux mains et tira de toutes ses forces. À sa grande surprise, le piquet sortit facilement du sol, comme s'il n'avait jamais été coincé. La foule était stupéfaite, fixant Judy avec étonnement, ne pouvant pas croire qu'une fille aussi frêle avait réussi à retirer le piquet si facilement. Judy, tenant le piquet, regarda Vikir, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Alors que la main de Vikir semblait tendre vers son épée, Judy ferma les yeux, craignant le pire. Elle pensa à sa mère et se demanda qui s'occuperait d'elle après sa mort. Cependant, au lieu d'une épée, une main tenant un sac apparut devant elle. En ouvrant les yeux, Judy vit le consul adjoint à genoux, lui tendant un sac rempli de pièces d'or. Vikir, tout en lui donnant le sac, lui dit qu'elle recevrait pour l'instant 100 millions d'or. Judy resta là, choquée, serrant fermement le sac d'or. Vikir lui demanda où elle habitait, car les 10 milliards d'or seraient lourds à transporter, et lui proposa de les faire livrer chez elle. Il ordonna à un garde de la protéger dans son trajet de retour. Judy était incrédule face à ce qu'elle entendait. Vikir posa ensuite sa main sur sa tête et sourit. C'était la loi, et la loi devait toujours être respectée. La foule derrière eux était tout aussi stupéfaite. Même Chihuahua était bouche bée devant la scène. Personne ne s'attendait à ce que Vikir tienne réellement sa promesse. Cette performance marqua un tournant significatif, car la loi spéciale de Vikir devint plus populaire que la loi préétablie du clan Baskerville. Les citoyens étaient touchés par la logique simple de récompenser l'obéissance à la loi et de punir la désobéissance. Les gens discutaient du nouveau consul adjoint, qui était très différent de ses prédécesseurs. Vikir était à présent connu pour tenir sa parole, ce qui lui valut un grand respect de la part du peuple. De retour au bureau, Chihuahua venait de terminer d'écrire quelque chose sur un tableau lorsque Vikir le remarqua et lui demanda si c'était écrit en langue étrangère, complimentant Chihuahua pour son écriture. En retour, Chihuahua exprima son admiration pour la performance audacieuse de Vikir, qu'il avait touché, une première en 20 ans de travail. Vikir expliqua que gouverner par l'oppression était infaisable, surtout quand la loi n'inspirait aucune confiance à la population. Il avait longuement réfléchi à la manière de regagner cette confiance, d'où la mise en scène qu'il avait exécutée. Chihuahua était si ému qu'il promit allégeance à Vikir, ses yeux en larmes, et Vikir tenta tant bien que mal de le calmer. L'esprit de Vikir était préoccupé par la performance récente qu'il avait orchestrée. Il ne put s'empêcher de la comparer à celle que Camus Morgue allait exécuter des années plus tard. Bien que Camus ait réussi à réduire le taux de criminalité à un maigre pourcentage, elle n'était aucunement appréciée par les citoyens à cause de la frayeur qu'elle leur inspirait. Regardant une carte sur la table, Vikir nota que les problèmes ne faisaient que commencer, car la somme de 10 milliards d'or avait été dépensée et il devait trouver un moyen de la récupérer.
Après avoir marqué certains emplacements sur la carte, il expliqua que ces lieux abritaient la majorité des organisations criminelles de la ville. Vikir était déterminé à attaquer ces emplacements et à confisquer leur argent sale. Chihuahua, regardant la carte avec surprise, demanda à Vikir comment pouvait-il pointer avec précision les repères des organisations criminelles. Vikir pointa son nez. Il pouvait sentir leur odeur nauséabonde de loin. En réalité, il avait déjà étudié ces régions avant sa régression et les connaissait comme le dos de sa main. Chihuahua était impressionné par les compétences effrayantes de Vikir. Comment était-il possible de recueillir autant d'informations en si peu de temps? Soudain, un assistant de Chihuahua fit irruption dans la pièce, interrompant leur conversation. L'assistant s'adressa à Vikir. Les membres de l'association de la jeunesse noble avaient demandé une audience. Chihuahua, visiblement peu surpris par la nouvelle, commenta qu'il s'était manifesté comme prévu. Vikir sourit. Ces bâtards arrogants demandaient à le voir. Très bien. Chihuahua informa Vikir que l'association de la jeunesse noble était composée de divers clans, y compris les clans Mont-Blanc, Prior, Luovi, Chanel, Ferragamo, Hermès et Pradar. Il expliqua que l'association avait été fondée par les deuxième et troisième générations des 7 familles natives de Baskerville. Malgré son nom qui suggérait le contraire, l'association avait une mauvaise réputation. Il supposait que les jeunes nobles de l'association avaient été provoqués par la loi spéciale de Vikir. D'un air calme, Vikir déclara que ses proies avaient commencé à sentir l'appât. Cette déclaration surprit Chihuahua et son assistant. Avec un rictus effrayant, Vikir suggéra qu'il était temps d'exterminer les parasites qui rongeaient la ville. Dans l'hôtel le plus luxueux de la ville d'Underdog, une fête battait son plein. Le salon Vevip, loué pour la somme astronomique de 10 millions d'or pour seulement 6 heures, était occupé par les 7 membres principaux de l'association de la jeunesse noble. Ces membres étaient de la 2e et la 3e génération de cette famille, située dans le territoire de Baskerville. L'atmosphère était animée, une tour faite de verres de vin était dressée sur la table, et les jeunes nobles s'amusaient à verser le vin par-dessus, se vantant du prix astronomique de chaque bouteille. Un jeune noble cheveux blancs se tenait debout sur la table. Il se tourna vers les serveurs et leur ordonna de lécher le vin renversé. Les serveurs obéirent, léchant la table et le remerciant pour l'opportunité de savourer une telle boisson. En s'installant sur un canapé, il se vanta de sa richesse, s'exclamant que peu importe le montant dépensé, un montant plus grand viendrait le remplacer. Un de ses compagnons déclara qu'il devait cela aux Baskerville, qui ne se souciaient que de l'expansion de leur territoire, négligeant le commerce d'esclaves. Dans ces conditions, il était facile de kidnapper des barbares et de les vendre comme esclaves, sans avoir à se soucier de la famille impériale. Un autre renchérit que les Baskerville étaient en quelque sorte leurs chiens de garde, et leur protection leur permettait de mener leur business en toute sérénité. Le noble blanc ria à l'idée, affirmant que les Baskerville n'étaient que des fanatiques de l'épée, facilement manipulables. Il se remémora l'incident du clan Messidunaro. Ces idiots de Baskerville n'avaient même pas réalisé qu'ils étaient victimes d'un coup monté. Encore mieux, ils avaient fini par massacrer le seul clan qui leur était loyal. Au fil de la conversation, l'un des jeunes nobles mentionna qu'un nouveau consul adjoint était en ville, nommé Vikir van Baskerville. Le noble blanc était intéressé. Un idiot, fraîchement arrivé en ville, se croyait tout permis. Il suggéra ensuite de s'occuper du nouveau venu. Pourquoi ne pas se divertir en lui donnant une bonne leçon? Le plan était de l'inviter à une fête, lui offrir les meilleures boissons et les plus belles femmes, et une fois la fête terminée, il le forcerait à payer. Le blanc était sûr qu'un gamin de 15 ans ne serait pas en mesure de les dénoncer. Alors qu'ils discutaient de leur plan, un serveur entra dans la pièce avec des femmes, annonçant leur arrivée. Le noble blanc et ses compagnons levèrent les yeux avec excitation, impatients de profiter de leur soirée. L'un des jeunes nobles remarqua un jeune homme accompagnant les dames et s'interrogea sur sa présence. Le serveur ne savait pas qui il était et répondit qu'il était entré avec tant de confiance que personne ne l'avait remis en question. Le jeune homme n'était autre que Vikir. Le serveur saisit Vikir par les cheveux et d'un ton en colère lui demanda pourquoi il était là. Vikir le regarda de ses yeux cramoisis. Son aura imposante fit tomber la pièce dans un silence absolu. Alors qu'il continuait son chemin vers les jeunes nobles assis, les visages de ces derniers affichaient une expression de choc, leurs yeux fixés sur le bras pendant du serveur. Le serveur remarqua que son bras était plié à un angle étrange, le faisant hurler de douleur. Vikir se tint devant le groupe, ignorant les cris de douleur derrière lui. D'un air impassible, il annonça qu'il était Vikir van Baskerville, et l'un des jeunes nobles le reconnut. C'était le nouveau consul adjoint de la ville. Il l'interrogea sur la raison de sa présence, et Vikir le regarda fixement. Ils avaient demandé à le rencontrer, le voici donc. Le noble blanc lâcha un rire nerveux, souhaitant la bienvenue à Vikir et l'invitant à les rejoindre.
Après avoir vu le personnage, il hésitait à exécuter leur plan, mais après un bref échange à voix basse avec l'un de ses compères, il décida de procéder comme prévu. Irrité par leur comportement, Vikir posa sa main sur la table. Assez de débats inutiles. Une onde cramoisie traversa la table, faisant exploser la tour de verre, les breuvages éclaboussant le groupe ébahi. En touchant la table, et par la simple manipulation de son mana, il a pu causer une explosion pareille. Impossible. Il n'avait que 15 ans. Était-il vraiment un gradué? Le noble blanc commençait à paniquer. Il se tourna vers l'un de ses compagnons. C'était un expert de l'épée de rang intermédiaire, espérant qu'il pourrait affronter Vikir. Mais ce dernier était terrifié. Même réuni, il n'aurait aucune chance face à un gradué. Soudain, Vikir se tourna vers l'un des jeunes nobles. Il posa sa main sur son épaule, d'un air imposant. Le jeune noble prit de frayeur, s'exclama en bégayant qu'ils allaient payer les boissons eux-mêmes, puis réalisa qu'il en avait trop dit. Les yeux rouges de Vikir le regardaient fixement, tel un prédateur devant sa proie. Il était évident qu'ils devaient payer leurs propres boissons. Se pouvait-il qu'ils prévoyaient de le forcer à les payer à leur place? Le noble blanc intervint, disant qu'il n'oserait jamais forcer un Baskerville de la sorte. C'était juste un test, pour vérifier si le nouveau consul adjoint n'était pas corrompu, comme ses prédécesseurs. Vikir marqua un silence, et d'un mouvement rapide, ses mains en forme de griffes s'enfoncèrent dans le ventre du jeune noble qui l'interrogeait. Et alors que ce dernier hurlait de douleur, la voix glaciale de Vikir retentit. Un maître pouvait tester son chien, mais un chien ne pouvait jamais tester son maître. Peu importe la situation, se croyait-il tout permis, avec du pouvoir et de l'argent? Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il n'avait jamais rien vu de réellement effrayant. Et d'un geste brusque, Vikir balança le noble ensanglanté par terre. Le regard de Vikir parcourut la pièce, examinant les visages terrorisés du groupe. Il piétina la tête du jeune noble à terre et demanda d'un air calme. Savait-il pourquoi il l'avait battu ainsi? Le noble blanc s'empressa de s'exclamer qu'il connaissait la raison de cette punition méritée, espérant ainsi calmer la fureur de ce démon devant eux. Mais contre toute attente, Vikir acquiesça sa réponse. S'ils avaient réellement compris les raisons derrière son acte, ils comprendraient sûrement ce qu'il ferait ensuite. Puis d'un mouvement brusque, il écrasa la tête du jeune noble de son pied. La pièce était plongée dans un silence mortel. Il l'avait tué. Ce psychopathe l'avait tué. Le groupe était remonté. L'un d'eux lui cria qu'il ne le laisserait pas s'en tirer. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, Vikir se tenait devant lui, son visage extrêmement proche du sien. C'est bien ce qu'il pensait. Il n'avait rien compris. Enlèvement, esclavage et insulte envers les Baskerville. Vikir énuméra les nombreux crimes commis par le groupe. Et d'un coup puissant, le deuxième noble était au sol. Vikir sourit d'un air maléfique. Un chien devait être dressé correctement. À présent, comment allait-il dresser ces créatures désobéissantes? Plus tard, dans une cellule de prison sombre, deux hommes se tenaient debout, avec des expressions opposées. Vikir, le consul adjoint, semblait imperturbable, tandis que Chihuahua, le secrétaire général, affichait un mélange de choc et de préoccupation. Devant eux se tenait un homme blond au visage défiguré, hurlant de rage. Il ne le laisserait jamais s'en tirer. Son père saura tôt ou tard ce qu'il lui avait infligé. Il allait les tuer tous les deux, une fois libérés. Chihuahua était visiblement perturbé par la situation et se tourna vers Vikir. Pourquoi cet homme avait été battu si brutalement? Il était difficilement reconnaissable. La réponse de Vikir le choqua. Il avait à peine commencé. Vikir expliqua que ces individus avaient commis de nombreux crimes graves à travers leur soi-disant association. Leur action défiait l'autorité des Baskerville. Et au coucher du soleil, il les ferait exécuter. Et dans la foulée, il enterrera tous leurs complices avec eux. Entendant cela, les jeunes nobles étaient terrifiés et commencèrent à supplier Vikir de les épargner. Chihuahua était abasourdi. Bien que lâches, ces individus avaient de puissantes familles derrière eux, et leurs familles ne resteraient pas les bras croisés face à la nouvelle. Ils emploieront tous les moyens nécessaires pour les venger. Vikir n'était pas du tout préoccupé par la réaction de leur famille. Après tout, c'étaient des criminels qui méritaient d'être punis. Chihuahua n'était pas convaincu. Il n'avait aucune preuve de leurs actes criminels. Mais Vikir le rassura. Il avait ses moyens pour leur faire avouer leurs crimes. Vikir savait que le monde allait bientôt connaître des événements bouleversants et qu'il serait sans doute envoyé au combat. Vikir se tourna vers les jeunes nobles emprisonnés, énumérant une fois de plus leurs divers crimes. Trafic d'humains, enlèvement, corruption, menaces, violence et meurtres. Le noble blanc se mit à crier. Il n'avait jamais rien fait de la sorte. Qu'il leur montre ses preuves. Ils accepteront alors volontiers d'être punis. En entendant cela, Vikir sourit d'un air sournois. À les entendre, on dirait bien qu'ils avaient commis tous ces crimes, mais qu'ils étaient sûrs d'avoir couvert leurs traces, ne laissant aucune preuve derrière eux. Le noble blanc était terrifié, la culpabilité claire sur son visage. Mais une chose était sûre, il n'avouerait pas, car il ne voulait pas entraîner sa famille avec lui dans sa chute, même au risque de périr.
À ce moment précis, une voix retentit derrière Vikir, l'interpellant. Comme s'il attendait le nouveau venu, Vikir se tourna vers lui. C'était le tortionnaire, un homme chauve de petite taille. Son corps était taché de sang sec, probablement pas le sien, mais celui de ses victimes. L'homme traînait un sac plein d'outils de torture effroyables. Il s'exclama que la commande spéciale de Vikir était prête, et ce dernier le félicita d'être arrivé juste à temps pour le spectacle. Les nombreux outils de torture furent étalés devant Vikir, et le tortionnaire exprima son admiration pour l'ingéniosité de Vikir. C'était la première fois qu'il voyait certains de ces outils, malgré qu'il ait torturé des criminels pendant les 30 dernières années. Vikir examinait les outils de torture. Il n'en avait pas inventé le concept. Ces outils étaient très populaires, là d'où il venait. Le tortionnaire ne le croyait visiblement pas. Venait-il de l'enfer? Vikir invita ensuite le tortionnaire à assister au spectacle, mais ce dernier refusa. Il se mettrait probablement à vomir s'il assistait à ce fameux spectacle. Vikir ignora le tortionnaire et se tourna vers ses nouveaux jouets ensanglantés, se remémorant de précieux souvenirs de sa vie passée. La guerre contre les clans de démons avait permis aux méthodes de torture d'évoluer de manière effrayante. Après tout, les démons étaient tenaces, et pour leur faire cracher une quelconque information, il fallait être impitoyable. Vikir se mit ensuite à retirer sa veste. Il ne voudrait surtout pas la tacher de sang. Le groupe de nobles était à bout. Ils étaient terrorisés par ce démon qu'ils avaient provoqué. Le démon se tourna vers eux, souriant. Où était leur détermination de ne rien avouer? Qu'ils ne disent rien. Ils voulaient apprécier ce moment nostalgique le plus longtemps possible. Pendant ce temps, dans la ville d'Underdog, la nouvelle de l'arrestation des jeunes nobles se répandit rapidement. Les citoyens étaient à la fois choqués et impressionnés par l'audace de Vikir. Dans la taverne de la ville d'Underdog, les clients discutaient de l'arrestation des 7 jeunes nobles. Certains pensaient que le nouveau consul adjoint ne les libérerait pas de sitôt, compte tenu de leurs nombreux crimes. D'autres spéculaient que Vikir comptait simplement les humilier avant de les relâcher, car ils étaient les descendants de familles nobles. Cependant, les accusations portées contre eux laissaient à penser qu'ils pourraient être exécutés. Un client mentionna que Vikir avait la réputation d'être impitoyable, rappelant l'incident où il avait brûlé 10 milliards d'or avec un seul piquet. Malgré cela, certains pensaient que l'exécution de 7 individus mettrait Vikir dans une situation difficile. Les citoyens d'Underdog croyaient que l'arrestation était un jeu de pouvoir politique. Ils prévoyaient qu'une fois que les puissances locales seraient soumises, les 7 jeunes nobles seraient libérés. Contrairement aux attentes, ces derniers ne furent pas libérés. Leurs têtes, conservées dans du sel et affichant des expressions d'agonie, furent exposées au centre de la place du marché. Un avis public détaillait les punitions qu'ils avaient reçues avant leur exécution. Le territoire de la famille Baskerville était connu pour ses lois strictes et ses punitions sévères. La loi interdisait les maisons closes, les jeux d'argent, les prêts à intérêt et le lobbying, avec des peines allant de l'amputation des poignets à l'ablation des yeux, en passant par l'exil. La foule était choquée. Jamais ils n'auraient imaginé que de telles sentences pouvaient être prononcées à l'encontre de 7 jeunes nobles. Vikir, dans son bureau, expliquait qu'il n'y avait pas de raison d'être surpris, car il n'avait fait qu'exécuter les lois déjà en place. C'était la première fois que les familles nobles subissaient ces peines. Il était certain que cela apporterait un changement et que la destruction de l'une ou l'autre des parties entraînerait un bain de sang dans la ville d'Underdog. Il avertit Chihuahua de se préparer pour la prochaine étape. La scène changea, montrant Chihuahua portant un masque et parlant à quelqu'un dans une cage, qui n'était autre que Vikir. Chihuahua était sidéré. C'était ça la stratégie, vendre le consul adjoint comme esclave. Vikir lui demanda simplement de lui faire confiance. Ils étaient au milieu de nulle part, et l'endroit commençait à se remplir de gens, tous portant des masques pour cacher leurs identités. Les esclaves transportés étaient enchaînés, et parmi eux se trouvait Vikir, assis dans une cage, un sourire effrayant au visage. La ville d'Underdog, connue pour ses événements illégaux, organisait une vente aux enchères d'esclaves. Une grande tente était dressée et des carrosses luxueux se rassemblaient autour. Les produits vendus étaient des barbares, des nobles et des citoyens ordinaires kidnappés, tous en attente d'être vendus aux plus offrants. Mais il fallait être discret. La famille Baskerville ne devait surtout pas avoir vent de ce genre d'événement. L'enchérisseur se tenait à l'entrée de la tente, accueillant la foule. Il remarqua l'arrivée du groupe de Chihuahua et les salua avec un sourire, reconnaissant leur emblème comme celui du clan Mont-Blanc. Il examina ensuite leurs papiers d'identification et comprit qu'ils étaient là en tant que vendeurs. L'attention de l'enchérisseur fut alors attirée par Vikir, enfermé dans une cage, avec ses cheveux noirs et ses yeux rouges, un produit rare. Il promit de le vendre à un bon prix et Chihuahua lui laissa la responsabilité de la vente. À l'intérieur de la tente, l'enchérisseur monta sur scène alors que la foule murmurait.
Certains discutaient de l'attrait des esclaves, au look mystérieux, tandis que d'autres préféraient les esclaves, beaux et séduisants. Certains étaient attirés par les histoires tragiques de nobles déchus ou kidnappés, mais tous espéraient de bons produits ce jour-là. Le premier article présenté était un cadavre de monstre dérobé en douce par un chevalier de la famille Baskerville, une bête de rang A, connue sous le nom du Martiel. Une espèce de rhinocéros des profondeurs de l'enfer, possédant 19 cœurs et réputé pour sa résilience. Son cadavre était un réel trésor, allant du cuir à la viande, en passant par les os et les intestins. Les enchères commencèrent à 100 millions d'or, montant rapidement à 140 millions, puis 200 millions et finalement 250 millions d'or. La vente aux enchères se poursuivit avec d'autres articles uniques. La foule enchérissait avec enthousiasme. Cet événement sombre restait caché aux yeux de la loi. Alors que les enchères continuaient, l'enchérisseur fut interrompu par un travailleur qui lui murmura quelque chose à l'oreille, le laissant surpris. Il annonça l'arrivée d'un article rare, une fille barbare de la tribu Balak, résidant dans la montagne rouge et noire, capturée dans une jungle profonde. L'enchérisseur encouragea la foule à tenter de soumettre cet esclave sauvage. L'enchère démarra à 5 millions d'or, mais personne ne fit d'offre. L'enchérisseur continua à diminuer le prix initial, jusqu'à atteindre 1 million, sans succès. L'audience commençait à s'impatienter. Finalement, l'enchérisseur abandonna la vente de la fille et ordonna à un garde cagoulé, à la carrure impressionnante, de la sortir. Quand soudain, la jeune esclave essaya de se libérer, mais le garde l'assomma d'un coup de poing et la traîna hors de la scène. L'enchérisseur s'excusa pour l'incident et promit de présenter le meilleur produit de la journée en guise de compensation. Le fameux produit n'était autre que Vikir. L'enchérisseur le décrit comme un garçon de race pure, aux cheveux noirs et aux yeux rouges, nécessitant peu de contraintes. Une femme dans la foule, impressionnée par la beauté et le physique de Vikir, fit finalement une offre de 600 millions. L'enchérisseur était surpris par cette offre, car il n'avait toujours pas annoncé de prix de départ. Soudain, un homme surenchérit à 800 millions, provoquant la colère de la femme. C'était pourtant un esclave mâle. L'homme embarrassé retorqua qu'il souhaitait utiliser Vikir comme un gladiateur. Soudain, une offre de 6 milliards se fit entendre. C'était un homme masqué, au corps obèse, reconnu comme le baron Gambino. Il était connu pour sa grande richesse, provenant de sources douteuses. Malgré les protestations de son assistante sur ses dépenses excessives, le baron était confiant de pouvoir revendre Vikir à un prix plus élevé dans la capitale. L'assistante n'était pas convaincue. Le prix de vente de l'esclave serait sûrement plus élevé à la capitale, mais seulement si ce dernier était en bon état. Et connaissant le baron, cela était peu probable. Irrité par sa remarque, le baron la réprimanda. Il l'avait recueillie enfant, alors qu'elle n'avait nulle part où aller. Comment osait-elle le critiquer ? Finalement, le baron Gambino remporta l'enchère pour Vikir. Alors que le baron examinait Vikir de près, il lui assura qu'il n'était pas une mauvaise personne et lui demanda de ne pas avoir peur. Cependant, son expression perverse disait long sur son intention, et Vikir en était dégoûté. Vikir tendit les mains vers le baron, ce dernier croyant qu'il voulait être libéré, quand soudain, Vikir brisa ses chaînes avec aisance, surprenant le baron et son assistante. D'un mouvement violent, Vikir projeta le baron au sol, d'un coup de pied puissant. Il saisit alors le dos du baron et proposa un jeu qu'il nomma la lance et le bouclier. Il se mit à enfoncer ses doigts dans le dos du baron. Il serra la lance, et si le baron, en tant que bouclier, pouvait endurer son attaque, il serait victorieux. Le baron criait de douleur, implorant de l'aide, mais perdit connaissance avant que quiconque puisse intervenir. Vikir déclara qu'il avait gagné le jeu, puis retira sa fausse chevelure, révélant sa véritable identité, Vikir van Baskerville. Cindy, l'assistante du baron, reconnut immédiatement Vikir. Ce dernier, ignorant Cindy, se tourna vers le baron inanimé et se demanda s'il était mort. La foule, choquée de voir Vikir, commença à murmurer, se demandant ce que le nouveau consul adjoint d'Underdog faisait là. Chihuahua, présent dans la foule, n'en croyait pas ses yeux. Le consul adjoint avait transformé la situation en quelque chose d'extraordinaire. Vikir se tourna vers la foule avec un sourire maléfique. Le cirque était un nom approprié pour cet endroit, mais qu'importe, personne ne quittera cet endroit en un seul morceau. Il se tenait au milieu de la salle des enchères, sans armes, entouré de gardes. L'atmosphère était tendue, tout le monde observait avec inquiétude. L'enchérisseur, alarmé, ordonna aux gardes de tuer Vikir, sans se soucier de son statut de consul adjoint. Alors que les gardes attaquaient, Belzébob émergea des mains de Vikir, et son épée les trancha avec facilité. L'enchérisseur, terrifié par l'aura rouge émanant de Vikir, réalisa qu'il n'était pas une personne ordinaire. Pendant ce temps, le garde cagoulé se préparait à attaquer Vikir avec son fléau d'armes. Mais avant qu'il ne puisse s'exécuter, Vikir se rua vers lui à une vitesse fulgurante, lui tranchant le bras dans la foulée.
L'enchérisseur était sidéré. Ses mouvements, cette vitesse, seul un gradué de l'épée en était capable. Ce jeune devant lui en était sûrement un, à l'âge de 15 ans, qui plus est. Comment une chose pareille était possible? Il savait pertinemment qu'il ne faisait pas le poids contre Vikir, même réunis. Chihuahua ne put s'empêcher de s'exclamer en voyant les compétences d'épéiste de Vikir, attirant l'attention de l'enchérisseur. Vikir était en plein combat contre le groupe de garde, quand soudain il entendit un rire derrière lui. L'enchérisseur tenait un couteau sous la gorge de Chihuahua, ordonnant Vikir de déposer son arme et de se rendre. Vikir resta calme, tandis que Chihuahua, toujours sous la menace du couteau, lui cria de ne pas s'en faire pour lui. L'enchérisseur resserra son emprise sur Chihuahua. La lame du couteau commençait à couper sa peau, mais ce dernier était déterminé à ne pas se laisser faire. Vikir, impressionné par la dévotion de Chihuahua, révéla qu'il avait reçu une carte maîtresse du patriarche Hugo. Il montra une flûte attachée à sa jambe, laissant l'enchérisseur confus. Sa flûte en main, Vikir s'avança devant la foule et souffla dedans de toutes ses forces. Le son était si fort qu'il résonna dans toute la pièce. La foule se couvrait les oreilles, criant de douleur. Lorsque le sifflement perçant de la flûte se tut, un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous les yeux étaient rivés sur Vikir, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. L'enchérisseur, d'abord alarmé, se sentit soulagé. Il ne s'était rien passé. Son petit tour d'intimidation n'avait pas fonctionné. Avec un rire confiant, il déclara que Vikir ne quitterait pas cette salle vivant. Cependant, la situation prit un tournant mortel lorsque la gorge de l'enchérisseur fut transpercée par une épée depuis l'arrière. Et avant qu'il ne puisse réaliser ce qui se passait, sa tête fut tranchée. Son meurtrier, vêtu d'une capuche, se tenait à côté de Chihuahua. Ce dernier, choqué, regardait le cadavre de l'enchérisseur. Un des gardes tenta d'attaquer le nouveau venu, mais ce dernier repoussa l'attaque de son épée, entouré d'une aura rouge, déchiquetant le garde en morceaux, sous les yeux horrifiés des autres. Vikir affichait un sourire satisfait, appréciant le chaos qui se déroulait autour de lui. Soudain, d'autres figures encapuchonnées apparurent dans la salle, chacune dégageant une aura puissante. Le regard froid dans leurs yeux semblait transpercer l'âme. Un des gardes réalisa qui ils étaient, mais la peur l'empêchait de parler. Un autre priait, faites que ce ne soit pas eux, pas ces monstres. Cindy, encore sous le choc, reconnut le symbole des dents sur leur torse. C'était l'ordre des chevaliers, le plus brutal de l'Empire, des experts de l'extermination. Tous les 100 chevaliers de cet ordre étaient des gradués et appartenaient à l'ordre des Pitbulls du clan Baskerville. Soudain, l'un des Pitbulls apparut derrière Cindy, prêt à dégainer son épée pour la tuer. Cindy, terrifiée, pensait que son heure était venue. Cependant, Vikir apparut devant elle et ordonna au chevalier de la laisser en vie. Le chevalier recula et s'agenouilla en signe de respect. Vikir s'adressa alors au chevalier, qu'il tue tout le monde, sauf ceux couchés au sol, immobiles. Quiconque bougerait ne serait-ce qu'un peu devait être exécuté sans pitié. Le chevalier disparut, affirmant avoir compris les ordres de Vikir. Vikir était soulagé d'avoir pu emprunter l'ordre des Pitbulls, sachant que Hugo était très sensible par rapport à la puissance militaire de la famille. La chance de commander l'ordre des Pitbulls était la récompense que Vikir avait demandée avant de partir pour la ville d'Underdog. Les cris de ceux tués par l'ordre des Pitbulls résonnaient dans la pièce. Un homme, allongé au sol, tremblant de peur, prévoyait de s'enfuir lorsque les choses se calmeraient. Cependant, un des chevaliers apparut soudainement devant lui. Il se mit à supplier le chevalier de l'épargner. Il n'avait qu'à l'enchaîner, il ne résisterait pas. Le chevalier le regarda d'un air impassible. Il ne se déplaçait pas avec des chaînes sur eux. Et d'un mouvement soudain, il trancha les jambes de l'homme, qui hurla de douleur. Ceux qui allaient être exécutés n'avaient pas besoin de leurs jambes. À côté de Vikir se tenait un homme avec un cigare dans la bouche. C'était le commandant de l'ordre des Pitbulls, Boston Terrier le Baskerville. Il demanda à Vikir ce qu'il pensait de la performance des Pitbulls. Vikir répondit qu'il en était satisfait. Le commandant observa Vikir, comprenant pourquoi son frère Hugo lui portait tant d'intérêt. Il était fort et impitoyable à un si jeune âge. Boston Terrier posa sa main sur la tête de Vikir, l'invitant à rejoindre l'ordre des Pitbulls plus tard et promettant de l'entraîner correctement. Vikir hésita et dit qu'il y réfléchirait. Il se tourna pour partir, mentionnant qu'il avait une affaire urgente à régler. Boston Terrier le regarda s'en aller, se sentant ignoré, et pensa qu'il le voulait encore plus désormais. Vikir entra dans une pièce faiblement éclairée, ses yeux balayant l'obscurité. Il était sûr que ce qu'il cherchait était ici, et regardant autour de lui, son regard tomba sur un grand coffre-fort dans un coin de la pièce. C'était sûrement le coffre-fort où étaient stockés les paiements des produits. Cet argent était très utile pour le développement futur de la ville. Se détournant du coffre-fort, il remarqua une cage à proximité, recouverte d'un drap. Son expression pleine de curiosité, il s'approcha de la cage et retira le drap, révélant une jeune esclave barbare, au corps battu et meurtri.
Elle était allongée à l'intérieur, tremblant silencieusement, alors que des larmes coulaient sur ses joues. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, écris-moi le nom de ton personnage préféré dans les commentaires. À la prochaine!